Il est 20h et de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. Les opérations de déguerpissement se poursuivent à Conakry. Dans la nuit de mardi à mercredi, les agents étaient en action pour libérer la voie publique occupée par les femmes vendeuses. Les détails, c'est dans cette édition d'information. L'insécurité bat son plan en Guinée. Après l'Ancener barrage, lundi dernier, une autre famille a été victime d'attaques en main armée. Dans la nuit du mardi à mercredi, au quartier équipé secteur Mourifaya, dans la commune de Ratouma, aucune perte en vies humaines, mais la victime a été gravement poignardé. Le point, c'est dans un instant. Poignardé par son cousin en 2008, Boubacar Sidiki Keita, jeune footballeur amateur, souffre depuis 15 ans d'ostéite. Âgé d'une trentaine d'années, le jeune n'a toujours pas eu de remède pour ce mal. Aujourd'hui, il demande une assistance financière afin qu'il recouvre sa santé. Notre rédaction l'a rencontré. Vous allez l'entendre dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue sur KVTV. En sécurité à Conakry, une famille a été victime d'attaques en main armée dans la nuit du mardi à mercredi au quartier Kipé, secteur Mourifodéa, dans la commune de Ratouma. Aucune perte en vies humaines, mais la victime Bemba Haribo a été gravement poignardée par les assaillants. Le point avec Amara Bangoua. Attention, les images peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Suivez. L'attaque a eu lieu aux environs d'1h du matin, dans la nuit du mardi à mercredi. Encore sur les lieux ce matin, des traces de sang coagulées un peu partout sur le sol. À cette heure tardive, Bemba Haribo revenait de son service lorsqu'il a été attaqué par des inconnus devant son domicile. Ali Assila, chauffeur de la victime, a vécu la scène. Il revient sur les circonstances de cette attaque. À notre arrivée, je suis parti pour ouvrir la porte de la cour. Entre-temps, j'ai entendu une conversation sourde entre mon patron et des inconnus auxquels il demandait de ce qu'il y avait. Alors que je m'approchais, j'ai été interrompu par un motard. Le temps pour moi de parler, son ami m'a pointé son arme. C'est ainsi que je suis rentré dans la cour, informé que tonton est attaqué. Informé de l'agression de son oncle, Ousmane Souma a tenté d'intervenir, mais il a échappé de justesse au tir des assaillants qui avaient déjà poignardé son oncle et s'emparé de la clé de sa voiture. Et j'ai crié, je dis tonton, tonton, tonton Hugo. Bon, en regardant la direction du véhicule de tonton, bon, il n'y a pas eu de réaction. Direct, je regarde en face de moi et je vois tonton avec quelqu'un collé à tonton. Je dis tonton, 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 Alamide. Directement, le monsieur a tiré sur ma direction. Je suis tombé, je suis passé. Il est fatigué, il est venu tomber là. Quand il est tombé, je me suis levé là-bas encore. Je suis venu directement m'occuper de lui et il m'a demandé d'attacher son bras. Malgré les coups de fusil qui ont réveillé pratiquement tout le quartier, aucune intervention des forces de sécurité de la localité. Une situation que dénonce le voisinage qui dit vivre dans l'insécurité totale. Les malfrats ont réussi à emporter le véhicule de Bemba Haribo. Selon les témoins, la victime a été transportée dans un hôpital de la place où elle serait sous des soins intensifs. Cette attaque vient rallonger la liste de nombreuses autres attaques à main armée à Conakry ces derniers temps. La dernière en date est celle ayant lieu en début de semaine à Lansanaya village où un père de famille a failli perdre la vie. Dans l'actualité, les opérations de déguerpissement se poursuivent dans la ville de Conakry. Dans la nuit de mardi à mercredi, les agents étaient en action au marché de Madina. Toutes les tables des vendeuses installées sur la voie publique ont été débarrassées. Une situation qui met en colère les femmes vendeuses. Reportage Marema Bouiba. Tôt ce mercredi matin, ces femmes essaient encore de récupérer ce qu'il reste de leur table. Au cours d'une opération de déguerpissement dans la nuit de mardi à mercredi, les agents ont débarrassé tout sur leur passage. Les tables, chaises, rien n'a été épargné. Une opération qui consiste à libérer la voie publique. Mawa Kamara, vendeuse au marché Madina, dit avoir installé sa table derrière les murettes de sécurité. Donc selon elle, sa table n'obstrue aucunement la voie publique.
Ils nous ont dit de quitter la route. Nous sommes venus nous installer derrière les murettes. Et là encore, ils viennent nous déguerpir. Ce n'est pas normal. Nous nous asseyons ici parce qu'on n'a pas de choix. À chaque fois qu'on installe nos tables, ils viennent les gâter. Il faut qu'ils nous laissent rester ici. C'est loin de la route. On n'a nulle part où aller. L'opération est saluée par les conducteurs de taxi qui pratiquent régulièrement cette route. Chaque année, on déguerpit les femmes là ici, mais elles reviennent toujours investir la route. Et si tu parles, elles t'insultent. Si ce déguerpissement pouvait continuer, cela allait nous faire plaisir. Plusieurs d'entre elles soutiennent que c'est un manque de place dans le marché qui leur ont poussé à occuper la voie publique. Elles lancent un cri de cœur au président de la transition afin de leur trouver un lieu approprié pour mener à bien leur activité. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. C'est pourquoi nous n'avons pas enlevé nos tables. Nous savons que c'est dangereux de s'asseoir ici, mais il n'y a plus de place dans le marché. C'est ici que nous gagnons de quoi nourrir notre famille. Ils sont venus hier détruire toutes nos tables. C'est ici que nous arrivons à subvenir aux besoins de notre famille. Regarde-moi, je n'ai rien aujourd'hui à apporter à mes enfants. Mamadi Doumbouya doit nous venir en aide. Ce déguerpissement donne déjà un nouveau visage au marché Madina, le plus grand centre de négoce de Conakry. Un centre habituellement très difficile d'accès. Toujours dans l'actualité à Conakry, les passerelles construites pour faciliter la circulation des piétons sont devenues des lieux de commerce. Par les vendeuses ambulantes, celui au niveau du marché de Bessia, rond-point, il y a pratiquement plus de passage pour les piétons. Notre équipe sur les lieux ce matin pour faire le constat a été agressée par les occupants de la passerelle, Néné Oumbaldi et Aïcha Kamara. Ces passerelles qui sont réalisées à Conakry sont censées être empruntées par les piétons afin d'éviter de traverser les grandes voies normalement réservées aux véhicules, ce qui devrait permettre de fluidifier la circulation dans le Grand Conakry et d'éviter les accidents. Mais le constat est tout autre à Conakry, surtout au niveau des marchés. Ces infrastructures sont transformées en un lieu de vente par les marchands. Ici, nous sommes sur la passerelle de Bessia. Elle est totalement transformée en un petit marché. À peine, nous sortons la caméra pour des prises d'image. Une des occupantes nous agresse. Si tu gardes la caméra, là, tu auras des problèmes. C'est avec beaucoup de difficultés que nous avons pu faire quelques images. Sur la même passerelle, Fatoumata Fofana exerce son petit commerce depuis près d'1 an. Elle dit le faire par manque de place dans le marché. Ici malgré moi. Moi-même je sais que c'est illégal d'occuper cette place. Mais il faut que je vive. J'ai des enfants à nourrir. Si l'État veut nous enlever ici, qu'il nous trouve là où rester. Une pratique devenue insupportable pour bon nombre de citoyens. Ils ne devraient pas s'asseoir parce qu'ils bloquent le passage, non seulement ils encombrent l'espace pour les gens. Donc c'est un endroit qui est uniquement réservé pour les piétons et pour ne pas qu'il y ait des accidents au cours de la route. Ces infrastructures mises en place pour redorer aussi l'image de la ville de Conakry sont devenues aux yeux de tous des marchés. Cette occupation illégale doit interpeller les autorités du pays, plus particulièrement le gouverneur de la ville. Le Conseil national de la transition a adopté ce mercredi l'accord de financement signé entre la République de Guinée et l'Association internationale de développement IDEA à travers la Banque mondiale. Le montant de cet accord de financement est chiffré à 45 millions de dollars US. Il est remboursable sur une période de 50 ans avec une période de grâce de 10 ans en Soubaï le Baldé. 45 millions de dollars américains. C'est le montant de financement adopté par les conseillers nationaux de la transition ce mercredi.
Une adoption qui donne ainsi l'autorisation à l'État guinéen d'exécuter le montant conclu avec l'Association internationale de développement à travers la Banque mondiale. La convention de financement signée le 9 juin 2023 porte sur le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, dans lequel projet la Guinée marque désormais son intégration. Quand on connaît l'importance des données statistiques pour le développement, mais aussi pour la recherche, parce que les données sont aujourd'hui devenues un outil d'aide à la décision. Et c'est en cela que nous avons formulé une requête auprès de la Banque mondiale pour que la Guinée puisse bénéficier de ce financement qui rentre dans le cadre du programme régional. Il s'agit de 15 millions de dollars qui concernent notre enveloppe IDA 20 et 30 millions de dollars qui concernent l'enveloppe régionale, ce qui fait un montant total de 45 millions de dollars. Pendant le vote, certains conseillers nationaux de la transition n'ont pas souhaité voter en faveur de cette convention. Parmi eux, Ahmed Tidiane Silla. Il explique les raisons. C'est tout à fait simple, pour deux raisons. La première raison, ce document, nous ne l'avons pas examiné, en commission de loi. Donc je ne sais pas pourquoi je vais voter un texte que je n'ai pas examiné. Je n'ai pas eu le temps de me prononcer dessus, d'analyser. Et la deuxième raison, vous savez, ça fait beaucoup d'accords de financement. 45 millions de dollars, on est en train de charger la génération future. Quand vous parlez des prêts qui vont être remboursés à 50 ans, ben écoutez, 50 ans, on ne sera pas là. Donc moi, je pense que c'est de trop. Il faut commencer à revoir ces accords de financement-là. Le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre prévoit 4 activités pour la Guinée dans divers secteurs de développement sur une période de 5 ans. En sécurité routière, dans cette édition d'information, ces dernières années, la circulation de la ville de Conakry est envahie par les tricycles s'il existe les ceintures de sécurité. Dans les véhicules, le casque par la moto. Tenez-vous bien, dans certains tricycles, ce sont les chaînes métalliques qui sont utilisées comme portières. Malgré ce défi sécuritaire, ces engins sont les moyens de déplacement préférés des citoyens. Lansana Fofana. C'est sur l'axe Kipé-Lambagny qu'on voit le plus de tricycles. Ici, on rencontre tous les modèles et de toutes les couleurs. Assis à bord d'un tricycle, Nabi Souma dit préférer emprunter ses moyens de déplacement malgré les risques sécuritaires. C'est un caracasse quand même, il n'y a pas assez de sécurité dedans. Mais on se débrouille dedans, seulement comme l'État n'a pas pu mettre les choses de transport en place. Contrairement à Nabi, CC Antoine Loa pense que les véhicules sont les plus rassurants car pour lui, ces tricycles ne répondent à aucune norme sécuritaire. Même si les tricycles sont plus rapides, mais pour plus de sécurité, puisque la ville est très chère, pour garantir ma vie, je préfère attendre les taxis. Ça, je pourrais entrer à destination quel que soit le temps pris. Avec une simple chaîne métallique comme ceinture de sécurité, rien ne rassure en cas d'accident que vous seriez sauvé. Tout de même, ces conducteurs soutiennent que leurs passagers sont bien sécurisés. Moi, mes passagers se sentent en sécurité parce que quand vous montez, je vous demande d'abord de mettre la ceinture et je vous conduis doucement. La chaîne qui est là, c'est une garantie. Une fois que la chaîne est là, même si le passager qui est devant, il arrive à dormir, c'est le chauffeur même en question qui va le frapper. Vraiment, lève-toi. Ce n'est pas le moment. Donc je pense que les chaînes qui ont été mises devant, c'est une question de sécurité pour les passagers. À Conakry, le tricycle communément appelé Bombona est devenu l'un des moyens de déplacement les plus utilisés par les citoyens, ceci pour éviter les embouteillages. On vous l'annonçait dans les titres, Boubacar Sidiki Keïta, un jeune footballeur, souffre depuis 15 ans d'ostéite. Âgé d'une trentaine d'années, il a été poignardé en 2008 par son cousin au cours d'une dispute. 15 ans après, aucun remède encore au mal du jeune footballeur. Aujourd'hui, il demande une assistance financière afin qu'il recouvre sa santé. Attention, les images sont très sensibles. Maman Satata El Camara, reportage. Parce que j'ai perdu mon petit frère. J'ai perdu aussi ma maman. Ma maman a eu 6 enfants. Les 4 là sont tous partis avec elle. Ce sont les pleurs de Boubacar Sidiki Keïta. Depuis plus de 15 ans, cet ancien footballeur souffre d'ostéite. Ce jeune a été poignardé au niveau de ses cuisses par l'un de ses cousins. Un acte qui a provoqué cette situation. Aujourd'hui, son pied enflé est transformé en éléphantiasis. Avec ses moyens de bord, il dit avoir sillonné plusieurs hôpitaux avec sa défunte mère, mais sans succès. J'ai eu le coup de poignard ici. Donc c'est cette réputation qui est venue juste
sur ses jambes. C'était ici, au niveau de la cuisse. La famille a cherché, m'a envoyé à l'hôpital. Pour la première fois, c'était à l'hôpital de Ratoma dispensaire ici. On est resté à un certain nom d'un docteur, Dr Bakiro. Lui, il a fait une intervention de 14 jours. Un jeudi, il a fait le pansement, il a laissé les compresses. D'habitude, un jour, chaque jour, on faisait mon pansement. Quand il a quitté le jour, là, le jeudi, il a quitté à l'hôpital, il est venu qu'à mardi. Donc la compresse était dans la cuisse. Donc cela a pourri, ça, comment dirais-je, ça a eu de l'infection. Le pied s'est enflé de plus. Maintenant, la situation est devenue grave. Selon les médecins, ce jeune doit être évacué pour soigner cet ostéide. Selon Boubacar Sidiki Keïta, il a tapé plusieurs portes mais aucune aide. Il sollicite une assistance financière de la part des personnes de bonne volonté. J'ai demandé à tout un chacun de m'aider pour me soutenir, pour ne pas perdre mon pied. J'ai tellement souffert. Nom de Dieu. Depuis 2008, imaginez-vous, je n'ai pas, c'est moi-même. Je me battais dans la minigerie. Depuis que je partais faire le manja, au moins pour suivre mes souhaits. Donc, je me demandais aussi, même au président Mamadi Doumbouya, de venir à mon secours. Orphelin de père et de mère, ce jeune footballeur a d'abord évolué dans FC Valdo avant de se retrouver dans AS Kalom comme footballeur promoteur en 2008. Cette histoire a commencé par la perte d'un objet dont Boubacar Sidiki Bangoura a été accusé et blessure s'en est suivie. Pour ce jeune, il avait une bonne carrière dans le football guinéen. Mais hélas, ses efforts de plusieurs années ont été anéantis. Autre facette de l'actualité, dans un communiqué rendu public ce mardi, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine dit prendre note de la décision de la CEDEAO à déployer une force en attente au Niger. Cet organisme de l'UA demande une évaluation des implications économiques, sociales et sécuritaires de ces déploiements. Le Conseil paix et sécurité a par ailleurs décidé de suspendre le Niger de toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel. Reportage Mamadou Tanouba. La situation politique du Niger reste une préoccupation majeure de la CEDEAO et de l'Union africaine. Dans le communiqué final de la réunion du Conseil paix et sécurité de l'UA, il approuve les sanctions économiques imposées au Niger par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cet organe de l'Union africaine exprime tout de même sa prudence, mais sans s'opposer à une éventuelle intervention militaire. L'éditorialiste Boubacar Sansobari parle d'un petit compromis issu des différentes négociations. Un compromis laborieusement obtenu au niveau de l'Union africaine. D'autant que, vous avez vu, il s'est écoulé une semaine entre la réunion du Conseil de paix et de sécurité et la publication même du communiqué. Boubacar Sansobari pense que ce n'est pas en caressant la junte qu'elle quittera le pouvoir. Les réticences de quelques-uns des acteurs sont compréhensibles, mais une chose est certaine, ce n'est pas en caressant la junte qu'on réussira à contraindre celle-ci à rendre le pouvoir. Or, le coup d'État au Niger, je pense vraiment que c'est le coup d'État de trop. Et c'est le coup d'État de trop dans la mesure où, au-delà de tous les autres, c'est le coup d'État qui n'a aucune justification valable. Ce journaliste éditorialiste estime que 99 jours pourraient largement suffire pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Place au sport, les compétitions de la Confédération africaine de football ont déjà débuté sur les différents stades du continent. Les clubs guinéens engagés à ces compétitions, excepté le Orea qui est exempté du premier tour, ont tous été contraints au match nul. Dans leur première sortie, une contre-performance qui risque d'impacter les représentants guinéens au match retour. Pour plusieurs observateurs de football, ces clubs guinéens doivent corriger les imperfections du match aller et aborder le retour avec détermination. Aïssata Kourma les a interrogés. Voici son reportage. Il s'agit du Hafia FC, du Milo de Cancan et des super olympiens d'une Afrique renaissante qui ont joué leur premier match du tour préliminaire de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la CAF. Le Hafia et le Milo ont fait match nul à domicile contre Génération Foot du Sénégal et les Drums FC du Ghana.
Le Sor Academy de son côté a également été contraint au nul en déplacement en Mauritanie contre l'AS Douane sur le score de 2 buts partout. Un bilan que Amidou Kibo Labangoura, journaliste sportif, qualifie de mitigé. Pour lui, ces clubs doivent rectifier le tir au match retour. On parle du football, on l'a toujours dit, en football il ne faut pas estimer, surestimer, sous-estimer, tout peut arriver, ça reste le football. Donc l'exactitude n'est pas de mise, il ne faut pas croire aller au-delà, mais à l'allure où vont les choses. Vous savez, il y a un problème d'abord, dans tous les 3 clubs là, il n'y a pas eu de recrutement conséquent. Au match retour, le Hafia FC et Milo de Cancan se rendront respectivement au Sénégal et au Ghana pour chercher une victoire afin de se qualifier au tour suivant des compétitions de la CAF. Seuls les super olympiques d'une Afrique renaissante joueront à Conakry. Idrissa Somparé invite ses représentants guinéens à aborder les matchs avec détermination et motivation, surtout d'être réalistes dans les actions offensives pour sauver l'indice CAF de la Guinée. À eux donc d'être surtout solide sur le plan mental, savoir que une compétition africaine n'est pas un championnat guinéen. Il faut forcément répondre aux défis physiques. Les défis physiques, c'est très prépondérant. C'est vrai que nos joueurs ont des potentiels sur le plan technique, mais physiquement, ils doivent avoir du répondant. Et puis après, il faudrait aussi qu'ils essayent, pourquoi pas, d'être très collectifs, de souffrir ensemble. Les rencontres retour de la Ligue des champions africaine et la Coupe de la CAF sont prévues ce week-end. Les 3 clubs guinéens sont dans l'obligation de remporter leur match. Sinon, selon ces observateurs, la Guinée perdra ses 4 places dans les compétitions de la Confédération africaine de football. Pour rappel, le Rorea Athletic Club, 4e représentant guinéen, a été exempté du tour préliminaire. Le club de Matam entrera en lice au second tour de la Ligue des champions. C'est avec ce reportage sport qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres. L'information, c'est aussi notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux. Kavi Média, au revoir.